Voilà. La première médaille d'or aujourd'hui. Très belle action de la Britannique, elle était pas loin de passer un mouvement d'épaule. Oui, oui. Cécile là essaie de gagner du temps et comme elle essaie de gagner du temps et elle fait plus son judo, elle est en danger maintenant. Il reste très peu de temps maintenant dans ce combat. 11 secondes. 11 secondes, donc Cécile doit être très vigilante. Elle a pour le moment gagné, je ne comprends pas pourquoi la Britannique continue d'essayer de travailler au sol, elle perd du temps là. Regardez, on voit bien Cécile qui lui avait bloqué la jambe là. Voilà, Cécile est maintenant gagnée. Eh bien Cécile Novak, il reste 1 seconde, mais on peut le dire maintenant, il ne se passera plus rien. Cécile Novak est donc championne d'Europe de judo pour la 3e fois. Bravo Cécile, d'autant qu'elle a battu la redoutable Britannique Briggs. Une belle victoire pour la Française. Oh oui, c'est bon. Wazari ou Yuko? Yuko, je crois. Oui, ben, l'arbitre central bien sûr a annoncé Yuko, voilà. et les deux arbitres de coin l'ont fait modifier pour Wazari, donc il était encore en dessous, hein. Il voit pas très bien les Français. Et oui, voilà, c'est donc un bon avantage en tout cas sur un mouvement de Sotogari, un mouvement de jambe, un très bon avantage pour Philippe Praderol qui maintenant mène, on peut le dire nettement, face à Kamrowski et qui à ce moment-là du combat et monte aussi, lui aussi, sur la plus haute marche du podium. Philippe contrôle complètement le combat, il ne prend absolument aucun risque. Il faut faire attention parce que quelquefois, eh bien, comme en Formule 1, lorsque l'on se déconcentre et qu'on roule à sa main, des fois on sort de la route. Alors c'est pour ça que... Voilà, on peut dire, tentative de renversement, on peut dire que Philippe Praderol a imposé un rythme très dur à son adversaire dans la première partie du combat et qu'il est maintenant récompensé de ses efforts parce que je crois que la garde du Polonais est moins franche et que le Polonais, Jean-Luc, est beaucoup plus éprouvé que le Français en ce moment. On a coutume de le dire un petit peu dans notre jargon sportif. Philippe Praderol, que voici, était 21 secondes du bonheur. Oui. Et c'est peu de choses, mais il peut encore arriver. Il peut y avoir des surprises. Tout peut arriver. Il a intérêt à rester vigilant jusqu'au bout. 7 secondes, 6 secondes. Voilà, maintenant on égrène vers la victoire. Une tentative de mouvement d'épaule. Il reste quelques secondes, 2 secondes, 1 seconde. Philippe Praderol est médaille d'or au championnat d'Europe de judo à Prague. Une belle victoire qui vous fait plaisir, Jean-Luc. Oui, la 4e pour ces championnats. Nous avons de bons résultats cette année. Bon, Jean-Luc, ça avait commencé, disons, un petit peu en douceur, ça finit en fanfare. Alors, quelles sont vos conclusions? On est très heureux de ces résultats, bien sûr. 11 médailles, premier au classement des nations en Europe. Et surtout qu'en plus, nous avons nos meilleurs combattants qui n'ont pas eu de résultats cette fois-ci. L'an dernier, nous avions d'abord les masculins qui étaient devant. Cette fois-ci, ce sont les féminines. Peut-être que c'est pour faire plaisir à notre nouvelle ministre. Un très grand rendez-vous, c'était le 10e anniversaire de ce concours de Cannes qui a pris vraiment tout à fait sa place en ce début de saison et nous allons avoir de belles images. Dans le très beau cadre des Hespérides, l'épreuve de puissance de ce CSI de Cannes a débuté par une superbe cabriole de Jean-Marc Nicolas que son cheval Hockey a laissé au pied de l'obstacle avant de filer vers l'écurie. Chute heureusement sans conséquences fâcheuses pour Jean-Marc Nicolas malgré les apparences. Dans un autre genre, le Suisse Willy Milliger, guère plus heureux à 2,07 m. À 2,17 m, 3 cavaliers restent en piste. Pour l'Allemand Otto Becker avec Lausbub, ça passe. Pour l'Italien Giorgio Nuti et Gauguin, c'est la fin. Patrice Delaveau avec Rivalier passe et décide de partager le premier prix avec le cavalier allemand. Vedette de ce concours, le champion d'Europe, le Britannique John Whitaker. Sans son gris Milton, il ne se classe que 6e avec une faute. 4 Français dans ce barrage, dont le champion olympique Pierre Durand sans Japlou désormais, avec sa jument narcotique, une faute sur le dernier obstacle, 7e. Le cavalier en vue en ce début de saison de plein air, c'est Hervé Godignon, qui a manqué naguère les rendez-vous de Los Angeles, de Séoul et de Stockholm. Il devrait être présent cette fois au championnat d'Europe de la Baule en juillet. Il a la chance d'avoir un piquet de 3 chevaux de haut niveau. Il y a des concours toutes les semaines, des épreuves importantes toutes les semaines, et si les cavaliers peuvent monter toutes les semaines, il est bien évident qu'il faut que les chevaux qui sont, il faut bien le dire, les vrais sportifs,
se repose un tout petit peu. Vous êtes le grand malchanceux dans les grands rendez-vous. Hein. C'est vrai, j'ai raté des championnats d'Europe, j'ai été souvent en première réserve, j'ai été en 5e ou 6e, mais je pense que la raison numéro 1, c'est que avec la Belletière, je ne disposais pas d'un choix qui me permettait d'être premier. J'étais toujours le 4e ou le 5e. Bon, alors j'ai été plus souvent le 5e. Je pense qu'aujourd'hui, je dispose en tout cas 2 premiers chevaux, sans compter Kayla Belletière qui vient encore de prouver qu'elle est au meilleur niveau. Hervé Godignon était le favori de ce Grand Prix. Il va très vite, mais sur le dernier obstacle, pour lui aussi, c'est la faute. Une toute petite faute d'antérieur au moment le plus inattendu, il ne manquait pas grand-chose. Effectivement, peut-être un tout petit peu moins de confiance, un tout petit peu plus de tension. J'ai vraiment, en jargon de métier, j'ai un peu trop vu la coupe sur la cheminée et j'ai lâché les rênes un tout petit peu trop au-dessus du dernier obstacle. Hervé Godignon 5e, 2 fautes pour Roger-Yves Bost et Raspail pour une 9e place. 2 fautes également pour le champion de France Édouard Coupery avec Miel de Flers 10e. 400 fautes, dont l'Allemand Frank Slutak, le plus rapide, vainqueur de ce Grand Prix Renault. C'est un nouveau sacre à Reims pour le roi du sabre français. Écoutez bien, 16 finales dans sa carrière, il a 35 ans et c'est son 12e titre. Les anciens se portent bien, ça c'est la réflexion du jour. Ça c'est à vous là, non? À tout le monde. Et oui, je me rappellerai que Philippe Boisse, à 33 ans, est redevenu, lui, champion de France d'épée. Alors les images et le parcours de Jean-François Lamour. Pour la 16e fois de sa carrière, il entre en piste à la conquête d'un nouveau titre de champion de France. Émotion, Jeff. Ce 12e titre, si jamais j'arrive à l'obtenir, ça sera vraiment de très haute lutte. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très réservé là-dessus. Et de toute façon, ça fera de très beaux matchs en finale, c'est sûr et certain. Ils veulent tous le battre, ce Lamour. Stéphane Boll, le premier. Mais aussi Jean-Philippe Dorel, l'espoir Laurent Couder, l'habitué Pierre Guichot, le Tarbé, Hervé Granger-Véron dans C'est le retour, Philippe Delrieux et Pierre Duchex, le tenant du titre. Bref, toute l'équipe de France est en piste. Mais pour son premier assaut, face à Boll, Lamour va devoir se surpasser, pousser à la belle, qu'il gagne 5 touches à 1. Et Lamour aura du fil à retordre en demi-finale face au coriace Laurent Couder qui s'était promis d'épingler le champion olympique. Dure bataille gagnée à la belle par Jean-François Lamour, 6 touches à 4. Quant au tenant du titre, Pierre Duchex, son assaut contre Delrieux lui a laissé quelques traces dans un choc frontal. Et en finale, on retrouve l'incontournable Lamour, inquiet face à son vieux rival Pierre Guichot, décidé. Ils se connaissent si bien qu'ils n'ont plus rien à se dire, sauf sabre clair pour un titre de champion de France, où la conversation redevient cette fois très animée. Écoutez plutôt. Lamour, plus hargneux, et oui, à 35 ans, il le devient. Aura le dernier mot en 2 manches, 5-3, 5-3. 12e titre de champion de France, un exploit et déjà un regard sur l'avenir, championnat du monde et Barcelone. Il y a eu une très grosse intensité au niveau de l'assaut. On a été jusqu'à la contre-riposte, etc. Je crois que c'est vraiment de bon augure pour les championnats du monde et j'espère que ce soit en individuel ou par équipe. On va réussir vraiment quelque chose de remarquable avant, surtout un an avant les Jeux. Ce serait quand même beau de revenir aussi des Jeux avec de belles médailles. Bravo à toi. Le championnat de France était à Pontoise. Oui, c'est un sport d'échange, comme l'escrime, comme la boxe, et puis comme effectivement le tennis de table. La Pontoise avec 2 confirmations, Étoile du matin a gagné, Wang Xiaoming. Ouais. Et puis Jean-Philippe Gassien, mais plus difficilement, vous allez le voir, il est tombé sur Marmurek, Olivier Marmurek, qui n'était pas qualifié pour les championnats du monde et qui désirait prendre une revanche. Alors tout de suite, d'abord honneur aux dames.
Et Wang Xiaoning, donc, a remporté le titre du simple dame cet après-midi face à Emmanuelle Couba, sa coéquipière de l'équipe de France, qui avait obtenu la médaille de bronze au championnat du monde à Tokyo. En 4-7, Couba a remporté le premier 21-13 et Wang s'est imposé 21-14, 21-18, 21-13 pour remporter son troisième titre de champion de France. La chinoise qui était encore en Chine il y a 6 ans est maintenant bien française. Et alors, la finale du simple messieurs, ça n'a pas été facile pour Jean-Philippe Gatien ici de dos. Il a perdu le deuxième set 21-15, le troisième set 21-14 et là nous en sommes à la belle et c'est Gatien qui va s'imposer devant un Olivier Marmurek superbe dans cette finale, surtout grâce à son revers. Et Gatien va l'emporter 21-18. Jean-Philippe Gatien, donc numéro 8 mondial, a eu lui aussi beaucoup de difficultés pour s'imposer face au numéro 2 français. Mais son coup droit a fait la différence et son topspin aussi. Belle défense de Marmurek et Gatien envoie la petite balle de 2,40 g dans le ciel du Palais des Sports de Pontoise. Avec une devinette pour commencer, quel est le sport qui peut regrouper en un seul tournoi 11 742 licenciés? Réponse, les boules, mais pas n'importe quelle boule, la boule lyonnaise. Drôle de sport, étonnant, qui n'est pas tout à fait une détente de plage. Regardez. Quand la boule se prend au sérieux, c'est du côté de Lyon que cela se passe. Plus de 10 000 engagés au départ, 8 finalistes par division à l'arrivée, 4 000 personnes dans des tribunes qui débordent pour voir, entre autres, Bernard Cheviette. Si vous connaissez les boules, c'est grâce à lui. En 1976, il est la vedette de l'émission La tête et les jambes. Laurent Fabius avait participé à cette émission en équitation, Cheviette, lui, avec des boules. Il a de beaux restes Cheviette, mais là, il a trouvé son maître. Noaret de l'équipe de Montélimar, lauréat 91. Quand il tire, vous l'avez vu, c'est bien. Quand il pointe, ce n'est pas mal non plus. Cheviette, battu en finale, a peut-être découvert un autre de ses successeurs. Suivez son regard. Ce jeune homme se nomme Marquez et vient de Saint-Vallier. Il a, c'est vrai, des allures de pilier de rugby, mais il a choisi les boules avec un drôle de tempérament. Résultat, une victoire en minime dans le prestigieux tournoi et une nouvelle définition des boules. Un loisir, mais c'est intéressant. On gagne plus de trucs pour les autres sports quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu gagnes? On gagne plus de coupes, des trucs importants quoi. Ah bon? Il y aurait de l'argent à gagner? Je ne suis même pas au courant des prix, mais je crois qu'il doit y avoir autour de 10 000 francs pour les 4 équipes qui sont en demi-finale. 2500 francs chacun. Voilà, à peu près. On ne peut pas les gagner avec ça. Alors on dit qu'il y a des joueurs de boules qui vont chez les frères ennemis, la pétanque, pour gagner de l'argent, c'est vrai? Oui, j'en connais qui vont facilement à la pétanque, donc c'est facile à jouer. En un après-midi, ils ont fait un concours. Bon, ils ont ramassé quelques sous et il faut reconnaître que des petits concours de seconde zone à la pétanque gagnent plus d'argent que nos concours les principaux de chez nous. Ils ne sont donc pas là pour l'argent, mais ils sont plus de 10 000 à s'inscrire dans ce tournoi chaque année. Et si la première division prend parfois des allures de véritable sport, les autres ne revendiquent aucun titre. Ils sont là pour se faire plaisir. Et même quand la boule est manquée, la journée n'est pas gâchée. Si vous passez du côté de Lyon, vous pouvez même essayer. La fête des mères, je vous le disais tout à l'heure, les mères M-A-I-R-E-S. Sur une idée de Pierre Salviac, Dominique Baudis, maire de Toulouse, Noël Mamère, maire de Bègle, eh bien tous les deux, nous nous sommes souvenus qu'ils étaient journalistes, Pierre. Oui, oui. Alors nous leur avons donné carte blanche pour du travail de noir, c'est-à-dire qu'ils ont
enlevé leur écharpe de maire pour prendre leur écharpe de supporters. Et voilà le sujet qu'ils nous ont proposé s'agissant de leur ville et de leur club. Et par ordre alphabétique, c'est d'abord Bègles, ensuite ça sera Toulouse. Voilà, présentation Ici, un événement considérable avec l'accession de notre équipe première en finale du championnat de France, mais aussi en finale du challenge du manoir. Un moment qu'on attendait depuis 22 ans. Alors vous vous doutez que dans la ville, eh bien la fièvre est en train de monter et que pendant une semaine, ça va chauffer. Bien au-delà de Bègles, tous ceux qui aiment le rugby gardent encore en mémoire cet essai d'anthologie marqué par Jean Triot. C'était en 1969, le CAB devenait champion de France face à Toulouse. 22 ans après, l'histoire se répète et les Béglés ont le sentiment de vivre un rêve. C'est l'unique préoccupation des Béglés aujourd'hui, je crois, la finale. Et il y a une communion vers cet événement et la tension va monter jusqu'au samedi 1er juin. Et c'est formidable. On croyait jamais revivre ça. On croyait que c'était pas pour nous. On a du mal à y croire d'ailleurs. Ils sont tous derrière ces joueurs aux têtes de mauvais garçons qui, match après match, ont imposé leur fameuse philosophie de la tortue sans se soucier des mauvaises langues. Ils ont plaisir à jouer ensemble, ils ne font qu'un. Et leur président André Moga, figure emblématique du rugby, n'est pas étranger à cet état d'esprit. Un mental extraordinaire, une amitié sans faille, une camaraderie du feu de Dieu et un désir, une ambition démesurée d'arriver à démontrer, ce qu'ils vont d'ailleurs faire, je suis sûr, contre le Stade Toulousain, que les injustices qui ont été commises à notre égard ne sont jamais récompensées. Le succès de Bègles, c'est avant tout celui de l'amitié. Employés ou médecins, ils vivent leur relation comme celle d'une famille. Et il ne se passe pas un jour sans qu'ils se voient. Ils ont leur lieu d'habitude. Le taulier, surnommé le blond. Il y a un peu énervé, il y a un peu de monde là, mais c'est le taulier, c'est le roi de la préparation des techniques. Avant de Petro Grivitch. Et un fricassé. Voilà. Oui, une joie de vivre communicative, et la ville attend avec impatience de retrouver ses titres dans la presse. Elle se prépare pour la fête, mais à Bègles, on s'est gardé la tête froide, même pour faire des pronostics. Je crois que si Toulouse ne joue pas aussi bien qu'il a joué contre la Racine, on peut battre Toulouse. Mais vous savez, quand on arrive dans une finale, il y a la chance, le facteur chance joue énormément. Avant la finale, les joueurs reviendront ici une ou deux fois dans le temple du rugby à Musard, où Yves Apriou, leur entraîneur magicien, a imposé la rhétorique de la tortue sur le dos du radis. Il a cultivé la liberté. C'est l'atmosphère de la liberté par rapport au sport et je crois que ça, c'est une culture qui a été mise en place et qui se perpétue et je crois que quand on rentre dans ce stade, on ressent complètement cette liberté. Et les joueurs de Bègles sont des gens libres. Bègles est unique et Bègles gagnera. C'est un centenaire, mais un centenaire particulièrement jeune, vigoureux, bien portant, qui le samedi 1er juin à 20h30 va entrer sur la pelouse du Parc des Princes. Ce centenaire, c'est le Stade Toulousain. C'est ici, sur les bords de la Garonne, que le stade est né il y a 100 ans. Un siècle d'histoire d'amour entre le stade et les Toulousains. Une histoire d'amour illuminée par de grands moments de bonheur, 10 titres de champion de France. 10 finales qui sont restées gravées dans la légende. Légendaire aussi les troisièmes mi-temps lorsque Toulouse, délirante de joie, se rassemble place du Capitole pour fêter ses champions transfigurés en héros. Tout au long de ce siècle, Toulouse et le rugby ont partagé avec passion une histoire commune. Une histoire faite d'héroïsme, Mermoz, Saint-Exupéry. Une histoire dictée par de hautes ambitions, Caravelle, Concorde, Airbus, Ariane, Hermès. Une histoire d'amour faite aussi de douceur et de joie de vivre.
Un amour centenaire, mais toujours renaissant. Les juniors du Stade Toulousain, champions de France.